Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à la session inaugurale du Nest, version francophone. Nous sommes le 8 juillet 2020 et nous sommes en direct avec les participants venus de tous les coins du monde, d'Europe, Afrique, Amérique du Nord et du monde entier. Je me présente, je m'appelle Jim Chu, je vous parle depuis chez moi à San Francisco, en Californie, et j'ai le plaisir de lancer la première session du Nest avec vous. Pour vous le dire de façon simple, le but de Nest est de mettre en contact les entrepreneurs des marchés émergents avec les business angels du monde entier. Nous diffusons en direct chaque semaine en anglais et nous le ferons toutes les 2 semaines en français. Tous les épisodes sont enregistrés et disponibles sur notre site web findthenest.fr. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de co-animer le Nest avec le Think and Do Tank Team RM, dirigé par Madame le ministre Rekia Madougou, ancien ministre et conseiller auprès de nombreux gouvernements africains. Madame le ministre est quelqu'un de vraiment passionné par le développement économique par les startups. Je vais laisser sous peu la parole à Madame le ministre Madougou, mais pour l'instant, nous allons également entendre les présentations de 3 jeunes startups passionnants sélectionnés par Team RM et l'équipe du Nest. Avant tout cela, j'ai le plaisir sincère de vous présenter Anna Zubayi, une vétéran de private equity en Afrique et une business angel passionnée. Elle sera votre hôte de Nest francophone pour cette session et aussi pour les sessions suivantes. Anna, bienvenue à bord. Je suis heureux d'avoir rencontré une autre championne passionnée de startups. Bienvenue dans notre équipe. Le plaisir est le mien et je pense qu'on est tous ravis en Afrique francophone d'avoir un investisseur américain aussi impliqué sur notre continent. Donc, merci à vous, Jim. OK. Bon, je crois que mon travail ici est terminé pour l'instant. Donc, je passe la parole à Madame la ministre Rekia et à vous, Anna. Allez-y. Merci, Madame Rekia. Allez-y, Madame Rekia. À vous la parole. Merci, Anna. Merci, Monsieur le Président Directeur Général de la société OnTaped. Merci au Premier ministre Lionel Zinsou qui est avec nous. Merci à toute l'équipe de OnTaped et surtout merci aux Business Angels qui sont déjà avec nous. La Team RM aujourd'hui s'honore de lancer la première édition de Nest Afrique francophone avec OnTaped. Cette initiative qui sera très salvatrice pour les startups africaines, surtout dans la zone francophone. Également, c'est un plaisir pour nous d'associer à cette initiative d'autres investisseurs potentiels qui sont aussi des business angels potentiels et qui sont parmi nous aujourd'hui. Vous avez le plaisir sans doute de rencontrer des jeunes promoteurs qui ont participé avec nous à cette initiative fort louable. Nous avons également discuté pendant plusieurs heures avec ces start-upers. Vous allez les découvrir tout à l'heure, je n'en dirai pas plus. Ensuite, il me serait très loisible de vous dire combien cette RM sonore accueillit cette initiative, d'autant d'ailleurs que nous avons passé plusieurs années à nous investir dans la promotion de l'entrepreneuriat et surtout le développement de l'écosystème des startups. Je m'en voudrais de ne pas très rapidement passer la parole au Premier ministre Lionel Zinsou, qui d'abord et avant tout est un investisseur potentiel. Il est, au-delà de ses fonctions anciennement politiques que vous connaissez, il est surtout le fondateur d'un fonds d'investissement qui s'appelle Southbridge. Monsieur le Premier ministre Lionel Zinsou, cher Lionel, vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Et vous avez donc 5 minutes pour planter le décor. Merci Rekia, merci Monsieur Jim Chu, merci à tous les participants et félicitations. Je trouve que c'est une initiative formidable et d'une certaine manière, d'autant plus en Afrique francophone et en langue de travail française, parce que nous ne sommes pas dans le continent la partie peut-être la plus entrepreneuriale, mais nous rattrapons rapidement. Hein, mais c'est très important d'avoir ce soutien international.
Notre continent, c'est assez frappant et maintenant c'est assez reconnu, est vraiment le continent de la créativité en matière d'entreprise, qu'il s'agisse d'entreprises de très haute technologie, d'applications ambitieuses, qu'il s'agisse d'entreprises qui produisent des biens à partir de produits locaux et avec moins d'input technologique, mais c'est quand même frappant, la scène de création d'entreprises dans notre continent est devenue absolument vibrante. Je crois que le moment d'aujourd'hui est important parce que c'est beaucoup des jeunes qui créent ces entreprises et je pense qu'il faut qu'on les accompagne. Nous avons évidemment dans notre continent un sujet d'entrée des jeunes dans la vie économique et sur le marché du travail aussi. Nous allons devoir créer comme continent, pour 1,2 milliard d'habitants, des dizaines de millions d'emplois chaque année. Et beaucoup de ces emplois, il faut qu'ils soient dans le secteur privé, parce que le secteur public ne fournit plus significativement de croissance de l'emploi. Et nous avons un socle d'entreprises anciennes, mais très insuffisant par rapport aux besoins de croissance. Et donc, nous avons besoin d'entreprises nouvelles. Nous n'avons pas beaucoup de structures encore de capital investissement pour les soutenir, même si ça a beaucoup progressé dans les 5 dernières années. Mais nous sommes de très loin le continent qui mobilise le moins de capitaux dans des risques de création. Risques de création qui sont souvent associés quand même à des besoins de soutien qui vont bien au-delà du financement, bien au-delà de l'argent. Le financement est essentiel, mais nous avons aussi besoin d'accompagner, je dirais même moralement, psychologiquement, et puis parfois techniquement, si on a accumulé un peu d'expérience, des jeunes entrepreneurs qui ont besoin de ne pas se sentir seuls. Donc, votre initiative est un remède contre le sous-financement de notre continent, mais c'est aussi un remède contre la solitude du créateur que chacun a dû éprouver. Alors moi, je suis très heureux, vous avez mis sur l'invitation que j'étais l'invité d'honneur. Alors, je ne suis pas du tout l'invité d'honneur, je suis l'invité le plus honoré. Parce que, d'abord, je trouve que ce que vous faites est magnifique et mérite de prospérer. Et si je peux m'y associer, j'en suis ravi. Et ensuite, parce que ça m'a toujours beaucoup intéressé que la création d'entreprises nouvelles. Alors, aujourd'hui, j'ai mis une chemise d'une jeune femme qui a créé son entreprise au Bénin, qui a maintenant essaimé dans de nombreux pays, entreprise très viable qui s'appelle Nanawax et qui fait des choses que moi je trouve très agréables à porter et qu'elle exporte maintenant à partir du Bénin et puis de plus en plus de pays sur plusieurs continents. Et c'est l'occasion aussi de saluer le travail des jeunes femmes, des femmes dans notre continent, également pour la création d'entreprises, parce qu'elles sont extraordinairement dynamiques, elles sont une partie de cette jeunesse créative qui est probablement encore plus significative quantitativement que dans d'autres continents. Donc je les salue à travers ce que j'ai utilisé comme produit de l'une d'entre elles d'aujourd'hui. Mais alors, j'ai d'autant plus de sympathie que moi, il y a 2 ans et demi, j'ai créé pas tout à fait un fonds d'investissement, comme a dit Madame la Ministre, mais quelque chose qui est une société de conseil financier, qui fait également de l'investissement, qui est une sorte de petite banque d'affaires, Southbridge, qu'on a créé avec des partenaires du Rwanda, de Tanzanie, du Bénin, du Nigeria, et avec quelques actionnaires, quelques business angels également du continent, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de service d'accompagnement sur le continent, en financement, en conseil financier, en conseil stratégique, qui viennent du terrain, qui soient composés d'effectifs qui connaissent bien le terrain de chacun de leurs pays. Alors évidemment, moi je suis un cas un peu particulier parce que c'est une start-up qui a été créée par 2 sexagénaires. Alors, je sais ce que c'est que de créer une start-up, je sais ce que c'est les problèmes du développement, la croissance, c'est aussi difficile à gérer que la décroissance. Et donc, j'ai beaucoup de sympathie pour
mes collègues créateurs de start-up. Mais alors, je recommande vivement de faire ça avant l'âge de 60 ans, franchement, parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment associé à la jeunesse. Voilà, nous sommes un continent d'entrepreneurs, ça c'est la bonne nouvelle de la dernière décennie. Comme nous ne sommes pas financés, il faut qu'on s'organise. Merci aujourd'hui de nous y aider. Nous sommes en pleine transformation qualitative, qu'il s'agisse de projets d'entreprise industrielles, manufacturières, de transformation, de création de valeur ajoutée dans nos pays, qu'il s'agisse d'entreprises de services, parce que maintenant l'Afrique est devenue un continent largement tertiaire. Donc, vous participez à ce mouvement, c'est vraiment fondamental. Ça implique toutes nos populations, les jeunes, bon, quelques sexagénaires égarés, mais les jeunes, les femmes, et ce mouvement est d'une ampleur tout à fait remarquable. Il faut maintenant qu'on le soutienne avec tout ce qu'on a pu accumuler les uns les autres d'expérience et les quelques moyens financiers qu'on pourrait mobiliser pour chacun. Donc, bon succès et très bonne session. Merci beaucoup, Lionel. Merci pour cette brillante intervention. Donc, vous avez toujours le secret. Chers amis participants, évidemment, un chiffre qui nous écoeure chaque fois, c'est-à-dire que 22% des entreprises africaines, selon la BAD, n'ont pas accès au financement, contre 48% au monde. C'est ce qui justifie notre initiative. Je passe la parole à Maxime de Zenest qui va sans doute partager des conseils pratiques avec nous. Maxime. Oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Ministre, pour cette introduction. Je pense qu'il est désormais l'heure de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le pitch de nos entrepreneurs et, espérons-le, les investissements de nos business angels. Avant de commencer, quelques petits conseils techniques par rapport à comment fonctionne la conférence. Comme vous voyez sur le slide, vous avez en bas un bouton mute. Nous vous remercions de faire en sorte de toujours être mute si vous n'êtes pas entrepreneur ou business angels, de manière à pouvoir assurer le meilleur résultat audio pour nos entrepreneurs. Deuxièmement, comme vous l'avez vu sur la gauche, nous avons ce qu'on appelle un chat box. C'est pour pouvoir converser. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions, faire vos remarques, encourager nos entrepreneurs, partager vos contacts. Le but ici, c'est aussi pour nous de faire des connexions avec les entrepreneurs, connexions avec les business angels, connexions entre nous. Si vous voulez investir et investir avec nous, dites-le nous et nous vous associerons aux conversations. Mais c'est vraiment un chatbot qui est ouvert pour que tout le monde puisse participer. Ce ne sont pas seulement 3 entrepreneurs et 3 business angels, mais c'est aussi une centaine de participants dans le public qui participent à l'investissement. Et puis, dernièrement, si vous voulez voir la personne qui parle uniquement sur votre écran, comme vous voyez sur la droite du slide, vous pouvez appuyer sur le carré du milieu. Ça vous permet d'avoir un focus sur la personne qui parle. Suite à ces petites précisions techniques, je passe la parole à Anna pour vous présenter nos super business angels et entrepreneurs et rentrer désormais à fond dans la compétition. Merci Maxime, merci à tous. Donc, nous sommes enchantés d'accueillir aujourd'hui 3 investisseurs anges, business angels au profil varié et à l'expérience exceptionnelle. Donc, en numéro 1, nous avons Monsieur Laurent Lamotte, ancien ministre d'Haïti. En numéro 2, nous avons Monsieur Steve Suwatawa, investisseur professionnel nous venant du Ghana. Et enfin, nous avons Monsieur Rulio Mupemba, multi-entrepreneur. Donc, Monsieur Lamotte, je vous laisse la parole. Pourriez-vous vous présenter en quelques secondes? Merci beaucoup, Anna. Et je remercie le Nest. C'est ma 3e participation au Nest. Donc, je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie Madame la Ministre Rekia, Monsieur le Premier ministre Lionel Zinsou. C'est notre 2e conférence ensemble. Et bien entendu, le fondateur du Nest, Jim et Max. Je vous remercie. Je suis Laurent Lamotte, l'ancien Premier ministre de la République d'Haïti. Et je suis le fondateur de Global Voice Group, qui est une des plus grandes sociétés aujourd'hui de contrôle de transactions numériques en Afrique. Et je suis aussi le fondateur de Air Ventures, qui est une société justement qui investit dans les startups. Donc, je porte ce chapeau aujourd'hui. Merci.
Fantastique. Merci, Monsieur Lamotte. Monsieur Steve Stewart, Tawa, veuillez vous présenter au public et à nos entrepreneurs. Monsieur Tawa. Je suis en mute, ça c'est l'habitude. Donc, monsieur, bonjour. Donc, c'est Steve Tawia, d'origine ghanéenne, mais vécu en France et en Europe pendant un certain nombre d'années. J'ai une carrière de 20 ans en investissement, en stratégie, conseil en stratégie et opération et technologie, plus à peu près 6 ans dans tout ce qui est capital investissement, capital risque au sein du Fonds européen d'investissement à Luxembourg. Je suis revenu en Afrique en 2015 où j'ai été notamment le responsable d'investissement, le Chief Investment Officer d'un fonds de 360 millions basé à Nairobi, qui m'a permis de couvrir toute l'Afrique francophone et anglophone, 26 pays. Et donc, depuis 2019, je suis vraiment beaucoup plus actif en tant que business angel. Entre Madagascar, je tiens à citer, il y a des choses à faire là, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Kenya évidemment, et quelques autres pays dans la sous-région. Donc, j'investis aussi bien en francophone qu'en anglophone. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins et des idées qu'on va échanger. Et je suis vraiment très heureux de la participation. Ma troisième aussi, d'ailleurs, à The Nest. Et voilà. Donc, à tout à l'heure. Merci, Monsieur Tawa. Belle présentation et nous espérons encore une fois que vous serez satisfait des entrepreneurs que nous avons sélectionnés. Et enfin, nous passons à Monsieur Julius Mupemba, qui je le suspecte, et j'ai oublié de mentionner le pays d'origine, mais je pense que c'est un cousin du Congo. Monsieur Julius, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous. Je tiens à préciser, il y a eu une petite erreur. C'est Julio, c'est Julio. Exactement, vous étiez bien parti. Mais désolé. Pas de problème. Blague à part, je suis ravi d'être parmi vous pour cet événement dont je salue encore une fois l'initiative. J'ai suivi quelques éditions qui étaient sur la partie anglophone et donc ravi la mise en place de cette partie francophone. En ce qui me concerne, cela va faire à présent 1 an et demi que après une carrière dans le conseil, 1 an et demi que j'investis personnellement et que je conseille des startups en amorçage, des très jeunes startups en Afrique francophone. Et depuis quelques mois, je coordonne également un fonds qui n'est pas un fonds d'un nouveau venu, qui est d'un investisseur qui s'appelle Investisseurs et Partenaires. Mais qui s'est lancé sur la partie startup en amorçage. Et voilà, donc je coordonne également. Et sur cette partie, on n'est pas que sur la partie francophone. Mais voilà, en tout cas, ce sont mes casquettes, mes 2 casquettes actuellement. Mais je suis ravi, encore une fois, d'être présent et hâte de découvrir ces différentes boîtes. Fantastique. Merci beaucoup, Monsieur Julio. Et désolé encore une fois pour le quiproquo. Alors, comme vous pouvez le nos 3 investisseurs sont aguerris et ce soir, ils vont avoir l'opportunité d'analyser et potentiellement de sceller une transaction avec les 3 entrepreneurs qui ont été sélectionnés après avoir combattu des dizaines et des dizaines d'autres entrepreneurs qui auraient aimé être sur notre plateforme ce soir. Donc, entrepreneur numéro 1, Monsieur Franck Agoussou du Bénin, qui est le fondateur d'EasySoft. Monsieur Edem Adjagbagmo, fondateur de Semoa, qui est également du Togo. Et enfin, Monsieur Gilda Zodomé, qui est fondateur de Biophyto. Et nous venons également du Togo. Donc, maintenant, nous allons passer à l'épreuve de la présentation. Donc, juste un petit rappel des règles. Chaque entrepreneur, vous avez l'opportunité de présenter votre société ainsi que votre demande auprès des investisseurs en 5 minutes chronométrées. Donc, si vous dépassez les 5 minutes, vous serez interrompu par Monsieur Servetaz Maxime, le responsable technique et horaire. Et après ces 5 minutes de présentation par les entrepreneurs, il y aura 10 minutes de questions, essentiellement par les investisseurs anges et aussi par le public. Avant de passer maintenant à l'entreprise numéro 1,
Histoire de bien comprendre d'où on vient et quel est le public que nous avons réussi à rassembler ce soir, nous vous demanderons de remplir le sondage qui vient d'apparaître sur votre écran, où nous vous demandons de confirmer votre origine géographique. Gabriel, quels sont les résultats? Ah oui, alors évidemment, ce soir, nous avons une grande majorité de public africain, ce qui était le but de l'opération, 71%. Mais nous avons aussi généré de l'intérêt de la part d'autres continents. Et je pense que d'autres continents, donc de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Madame Regia, je vous laisse reprendre la parole et peut-être avez-vous un mot à ajouter par rapport aux anges qui sont dans le panel? Merci beaucoup, Anna. Juste dire que nous avons été rejoints entre-temps par le vice-président du patronat togolais, M. Iva Badou. Nous avons été également rejoints par M. Jonas Daou, qui est responsable d'un fonds d'investissement. Il est togolais aussi, OCA. Nous avons été rejoints également par des investisseurs béninois, à savoir par exemple M. Onyovi, qui est à la tête d'une SGI. Nous sommes également en présence de M. Moïse Kérékou, qui est également un business angel et qui rassemble également des business angels. Il est avec nous et il est membre fondateur de la Team RM. Nous aurons l'occasion tout au long de cet échange de leur donner rapidement la parole tout à l'heure. Et donc, je vous repasse la parole, Anna, pour driver ce débat comme vous le faites déjà si bien. Fantastique, merci Madame Rekia pour cette précision et comme vous pouvez le voir, nous réussissons à rassembler des entrepreneurs de qualité, des investisseurs de qualité. Alors maintenant, il est temps de passer au repas principal. Monsieur et Dame, je le rappelle, solution digitale pour des banques, cette fois-ci venant du Togo. Donc, une fois que vous aurez partagé votre présentation, fantastique. Allez-vous réussir à mettre le diaporama? Parfait. C'est tout bon pour moi. Fantastique. Alors, quand vous êtes prêts, débutez. Maxime, chronomètre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Edem Adjamagbo. Je suis fondateur de la FinTech C'est moi. Étant ingénieur business intelligence, j'ai eu l'opportunité de travailler plusieurs années pour le compte de la Banque Populaire et Caisse d'Épargne ou encore la SNCF en France pour le compte de Soprasteria. Et suite à quoi, j'ai fondé C'est moi en 2016. Et donc, aujourd'hui, je m'en vais vous entretenir en fait d'un service phare de C'est moi, après de nombreux pivots, du fait d'une forme de résilience de l'entreprise depuis 2016, aux vents et marées, qui s'appelle WhatsApp Banking. Il y a quelques mois, j'étais en visite chez mes parents au Togo, à Lomé, et ma mère voulait savoir si elle avait reçu son salaire sur son compte bancaire. Elle a dû se rendre en agence bancaire à 3 reprises du fait qu'en fin de mois, il y a souvent la queue. Et donc, du coup, le problème auquel nous souhaitons apporter une solution, c'est la problématique de la digitalisation des services financiers en Afrique et plus particulièrement sur le volet inclusion financière. Et donc, l'idée qu'on a eue, c'est compte tenu de l'utilisation massive des réseaux sociaux et en particulier de WhatsApp et Messenger sur le continent africain, on s'est dit pourquoi ne pas créer un banquier virtuel accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les clients de nos banques africaines. Et donc, nous avons conçu WhatsApp Banking, qui est un chatbot bancaire accessible via WhatsApp, via Messenger, via l'application interne, enfin, l'application native de la banque ou encore le site web, et qui permet en fait de pousser un ensemble de fonctionnalités de base aux utilisateurs, qui sont la consultation de solde, le mini relevé, la possibilité d'effectuer des transferts de compte à compte, des virements, ou encore de pouvoir transférer de l'argent de son compte bancaire vers un compte de monnaie électronique, vers un wallet. Et donc, aujourd'hui, nous avons déjà équipé 2 banques de cette solution, que sont Sunu Bank au Togo, sur un périmètre de banque commerciale, sur les fonctionnalités précitées précédemment, mais également BMC Capital au Maroc, qui est pour le coup une banque d'affaires et pour laquelle on a su déployer des fonctionnalités de banque d'affaires, donc sur le périmètre de la gestion de portefeuille, de la gestion boursière ou encore de salle de marché. Et donc là,
l'idée ici, c'est de pouvoir mettre en valeur le caractère adaptatif de la solution aux différentes business cases qui se présentent. Notre modèle économique, il est découpé en deux parties. Dans un premier temps, on a un setup fees qui est aux alentours de 50 000 euros, qui nous permet de garantir en fait de la trésorerie pour l'entreprise, mais également un pourcentage sur les transactions lorsque nous opérons les transactions, spécifiquement les transactions bank to wallet, puisque nous avons une autre activité par ailleurs qui est une activité d'agrégateur de services mobile money et spécifiquement sur le Togo et sur le Bénin. Et la particularité de WhatsApp Banking, c'est que c'est une solution qui est extrêmement malléable, mais qui est aussi rapide à déployer, puisque nous savons la déployer en 6 à 8 semaines avec un ETP et qui nous donne des taux de marge qui sont plutôt intéressants. S'agissant de notre business pipe, aujourd'hui, on a signé pour 110 000 euros de chiffre d'affaires à juin 2020 et avons un business pipe qui est crédité d'un volume d'affaires d'1,5 million d'euros, notamment sur des groupes bancaires ou des groupes d'assurance. Avec la possibilité de pouvoir déployer au sein de leur filiale. Et nous pensons pouvoir convertir environ 200 000 euros d'ici la fin de l'année, ce qui nous a déjà permis sur les syndicats d'être dans le vert, comme on dit, pour cette année. Ce n'est pas seulement WhatsApp Banking, mais c'est un écosystème en fait d'applications dans lequel on va retrouver CMoi Pro, qui est une application qui permet de faire du paiement de masse, et en particulier du paiement de salaire sur mobile money. Et donc, nous avons le plaisir d'annoncer d'exécuter cette année, passer la barre du milliard de francs CFA de flux opérés par CMoi Pro. Il vous reste 30 secondes. Digital Corner, qui est une solution qui permet d'agrégateur de services pour des points de vente. Et donc, en fait, on permet à des points de vente de vendre des services digitaux. Et CashPay, qui permet de faire de l'encaissement mobile money, donc spécifiquement sur le e-commerce. Et donc, j'ai parlé au début d'inclusion financière. Et mon sujet aujourd'hui, c'est une inclusion financière totale. La problématique, c'est que nous avons des clients qui sont pour la plupart, enfin pour une bonne partie analphabètes, et donc qui vont avoir des difficultés d'utiliser le chatbot en français ou en anglais. Et donc, nous sommes convaincus que proposer un voice bot en langue locale nous permettrait d'atteindre en fait cet objectif d'inclusion financière totale. Et donc, pourquoi nous avons besoin aujourd'hui de lever 300 000 euros selon la répartition qui est présentée juste là. Et donc, l'équipe est composée de 5 personnes, dont 4 qui sont basées au Togo et moi-même qui suis physiquement à Nantes pour l'instant, et qui suit en fait quand le Covid le permet un peu partout en Afrique, là où nos clients sont. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir trop dépassé. Quelques secondes. Bon, ça va. Laissons désormais la parole aux Angels pour leurs questions potentielles. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat box aussi si vous êtes dans le public. Alors, est-ce que je peux me lancer dans ce cas-là? Merci beaucoup pour cette présentation, Adam. Je voulais faire une petite intervention dans la langue locale et au point. Un pognolelo. Ok, good. Donc, moi, j'ai quelques questions. En fait, la première que j'ai, c'est j'ai vu un certain nombre, voire beaucoup, de startups qui se fondent sur le WhatsApp Banking ou en tout cas avec des chatbots, etc. Même dans l'assurance, il y en a, l'InsurTech, etc. La première question que je vais toujours leur poser, c'est qu'est-ce qui arrive quand soit WhatsApp disparaît ou interdit l'accès? Ça, c'est ma première question. Okay. Voilà. La deuxième question, c'est par rapport au chiffre d'affaires actuel. Quelle est la répartition entre en fait, les différentes solutions qui sont apportées? Donc, il y a WhatsApp Banking, évidemment. Il y a le Mass Payment Salary, Digital Corner. Donc, juste avoir une idée de la répartition de ça. L'autre part, c'est pour avoir une idée d'un use case plus. Est-ce que c'est plus du B2B ou du B2C? Parce qu'il y a un peu des deux qui est dans le modèle actuel. D'un côté, on s'adresse à un certain nombre d'acteurs comme votre maman ou grand-mère, je ne sais plus. Et il y a les sociétés aussi. Donc, voilà. Ces trois questions sont déjà pour moi importantes à régler. Ok.
Alors, s'agissant de qu'est-ce qui se passe si jamais WhatsApp arrivait à ne plus exister, la spécificité en fait du chatbot qu'on a mis en place, c'est qu'on a choisi en fait de mettre en place le canal WhatsApp parce que c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, mais on s'est très bien connecté du Facebook Messenger comme de l'application mobile native, comme du Viber. C'est des choses que j'ai citées tout à l'heure dans mon pitch. Donc, en soi, si jamais WhatsApp venait à disparaître demain, on sait se repositionner sur d'autres types de canaux. S'agissant de qu'est-ce qui se passerait si WhatsApp interdit cet usage-là, en fait, si on revient dans la façon dont WhatsApp vend son service, il vous dit les messages sont encryptés de bout en bout. Et donc, du coup, personne sur le réseau, même eux, ne sont capables de lire ce qu'il y a dedans. À partir du moment où WhatsApp vous fournit l'API, alors c'est discutable, hein, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, c'est ce qu'ils vendent. Et donc, du coup, à partir du moment où WhatsApp vous fournit l'API, ils ne sont pas censés voir ce qui transite sur le réseau. Ils sont censés faire un KYC en amont où vous déclarez ce que vous faites et ils ne sont pas censés voir ce que vous faites sur le réseau. Donc, si après coup, ils viennent vous interdire comment dire, avec l'argument que vous faites de la finance digitale et ça leur déplaît, ça veut dire qu'ils regardent ce qui se passe sur le réseau et donc ils ont rompu leur contrat de confidentialité qu'ils vendent à tout le monde. Ça, voilà. S'agissant de la répartition de chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires de cette année, sur les syndicats qu'on a vendus cette année, on a fait 20 plus 45, 65, voilà, qui sont pour du WhatsApp Banking et le complément, c'est de la prestation de services et assez peu sur la partie flux. C'est-à-dire qu'effectivement, on va réaliser 1 milliard de francs CFA de flux de paiement de masse, mais le taux de commissionnement dessus il est de 0,3%. Donc, il est très faible. Il faut faire de très gros volumes pour pouvoir réellement faire comment dire, du chiffre d'affaires là-dessus. En revanche, là où on va gagner de l'argent, sur les prochains steps, c'est lorsque le client va transférer de l'argent de son compte bancaire vers son wallet. Là, on va lui prélever une commission et donc cette commission sera partagée entre la banque et nous et pourra représenter à peu près 1 ou 1,5% de la transaction. Et la dernière question, pardon, j'ai perdu le fil de la troisième question. C'était la répartition des différentes sources de revenus entre les différentes solutions. B2B versus B2C. Ah oui, ok. Aujourd'hui, on est quasiment exclusivement positionné en B2B. En fait, tout notre chiffre d'affaires se fait en B2B. On a un service qu'on a exposé qui s'appelle DD, qui est un chatbot qu'on a mis en place pendant la période Covid pour permettre de faire de l'autodiagnostic, de pouvoir faire, de proposer une FAQ et l'accès à des pharmacies de garde. Et donc là, on était en B2C, mais via ce canal-là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires qui est réalisé, si ce n'est quand même que on est en train de nouer des partenariats avec des magazines qui, en fait, ont eu des difficultés à distribuer leur parution pendant la période du Covid du fait de l'isolation, de la fermeture interne, enfin de la limitation de circulation interne. Et donc, on donne la possibilité, notamment aux magazines santé et éducation, de pouvoir vendre ces parutions à travers DD et en se branchant en fait sur CashPay sur la partie encaissement par mobile money. Voilà. J'aurais d'autres questions, mais je vais quand même laisser la place pour d'autres. L'une principale, je pense que d'autres personnes la poseront, c'est quel est l'environnement compétitif? Quels sont les autres acteurs, aussi bien au Togo qu'en Afrique francophone, qui sont vos compétiteurs? Mais ça, on pourrait le réserver peut-être après que les autres questions aient été répondues. Ça marche, avec plaisir. Fantastique. Merci, monsieur Steve. Aurelio, Laurent, avez-vous des questions pour notre candidat ce soir? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Eden, pour la présentation très intéressante. Moi, j'ai plusieurs questions. Je vais en présenter déjà deux. Comment est-ce que l'on s'assure que le message que l'on reçoit provient d'un tiers de confiance, donc provient effectivement de la banque, parce qu'il y a des tentatives de fraude qui ont été lancées auprès de certains corporates sur des sujets des sujets similaires, même si ce n'était pas relatif à des banques. Et deuxième question, est-ce que votre modèle est duplicable sur d'autres secteurs? Okay.
Alors, pour répondre à la première question, je vais vous montrer en fait un des chatbots. Alors, je vais changer d'écran. Hop. Je vais vous montrer un des chatbots que nous avons déployé au Togo, qui est le chatbot de Soonbank. En fait, la partie Facebook, lors de la mise en place du numéro WhatsApp, va passer par une partie de certification de compte. Et cette certification de compte va déboucher en fait sur la petite coche verte que vous allez retrouver à côté du nom de l'entreprise qui a été vérifié par Facebook. Et donc, c'est ça qui permet en fait au client d'être sûr qu'il est en train de parler avec un compte certifié par Facebook. Si vous prenez effectivement d'autres chatbots pour lesquels les comptes n'ont pas été certifiés, ils n'ont pas ce petit ticker vert. Et donc, le challenge, si vous voulez, dans un environnement, comment dire, peut-être hostile, sera pour la banque de communiquer sur le fait de checker qu'il y a bien la petite coche verte pour s'assurer en fait que c'est bien le service de la banque, que ce n'est pas une usurpation d'identité avec le logo ou ce genre de choses. S'agissant du deuxième point, c'était… le fait que votre modèle soit duplicable à d'autres secteurs. Donc, sur la partie adaptabilité du modèle, donc comme je l'ai dit, on l'a déployé sur de la banque d'affaires et de la banque de détail. Bon, vous me direz, c'est toujours de la banque, mais c'est quand même des fonctionnalités fondamentalement différentes quand il s'agit de gérer des OPCVM ou quand il s'agit de gérer des portefeuilles d'actions. Néanmoins, on est en train de travailler sur un use case et donc ça fait partie de ce qu'on a dans le pipe avec Suno Assurance, donc sur des business cases d'assurance, de gestion de contrats d'assurance. Et c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné ici, mais ce matin, on était en call avec des partenaires pour répondre à un appel d'offres de la Société électrique des Comores pour proposer en fait un chatbot dans business, dans la business unit des utilities. Donc aujourd'hui, le chatbot en lui-même, qu'il soit bancaire ou pas, c'est un chatbot avant tout. On a choisi de le spécialiser bancaire parce qu'on a une ADN fintech à la base, mais ce chatbot-là est duplicable sur du self-care sans aucun problème. Parfait. Je crois que nous avons le temps pour encore une question de la part de nos anges. Monsieur Laurent, auriez-vous une question pour notre candidat? Sinon, nous pouvons finaliser cette… J'ai quelques questions. Ah, d'accord. Allez-y, je vous en prie. Merci, Anna. La première question pour ces mois, c'est est-ce que vous êtes incorporé où? Quels sont vos compétiteurs? L'investissement qui a été consenti à date, c'est un investissement, vous avez, enfin, les partenaires que vous avez aujourd'hui, les actionnaires, combien de votre propre argent avez-vous investi? Et finalement, vous avez besoin de 300 000 € et vous donnez quoi en retour à l'investissement? Ça marche. Alors, s'agissant de la structuration juridique, donc en fait, aujourd'hui, C'est moi est composé de deux entités. Une entité en France qui s'appelle C'est moi Group et une entité au Togo pour différentes raisons et notamment pour pouvoir opérer, pour faciliter l'opération d'un premier tour de table qui avait été réalisé en décembre 2017. Donc, 6 chefs d'entreprise qui sont rentrés au capital de C'est moi Group à hauteur de 40 000 € pour financer à l'époque un autre projet qui était un projet de borne digitale qui permettait en fait de faire du cash deposit de façon automatique. Donc cette borne-là était entièrement fabriquée au Togo. Et donc j'ai répondu à votre question sur la structuration actionnariale et la question concernant les compétiteurs. Aujourd'hui, en fait, il est plus ou moins difficile d'identifier des compétiteurs clairement parce qu'il y a beaucoup de petites structures en fait, qui se positionnent sur le marché. En tout cas, on a les grosses compagnies, je peux citer par exemple Sopra Banking Software, qui vend aussi à travers sa structure d'Ibaka, qui souhaite vendre en fait une solution de WhatsApp Banking. Donc, on a en face des très gros comme Sopra Banking et on a en face des plus petits. Et bon, voilà, aujourd'hui, l'environnement concurrentiel est assez important. Simplement, il y a encore peu de business case, en tout cas de success stories qui permettent de faire émerger certains comme c'est moi dans le haut du panier pour les avoir implémentés et non pas pour avoir juste des POC. Et sur le point du combien on est prêt à céder pour les 300 cas. Aujourd'hui,
il est difficile de parler de valo, notamment en Afrique, puisque ce pas les mêmes méthodes de valorisation qu'on peut avoir en Europe ou autre. Donc, je vais plutôt dire qu'est-ce qu'on serait prêt à céder en fait comme action, comme pourcentage de la société. Et donc aujourd'hui, pour les 300 cas, on serait prêt à céder entre 10 et 20%, ce qui positionnerait la valeur de l'entreprise entre 3 millions et 6 millions d'euros pré-money. Très bien. Fantastique. Merci beaucoup pour ces réponses compréhensives, Monsieur Eden. Donc, nous gardons en tête le temps et nous avons le temps de poser 3 questions du public qui ont été sélectionnées. Question numéro 1 pour vous du public, Monsieur Eden. Qui paie pour quel service? Donc, c'est une question qui est en rapport avec la génération de revenus dans votre société. C'est un point que vous avez mentionné, mais certainement du public aurait besoin de précisions supplémentaires. Qui sont vos clients? Qui paye? Comment? Si vous pouviez répondre à cette question brièvement. Alors, je vais m'appuyer du coup sur cette slide-là pour les 4 assez rapidement. Sur le volet C'est moi pro, donc paiement de masse, nos clients, ce sont les entreprises qui ont des salariés, des collaborateurs temporaires ou saisonniers à payer. 2 façons de se rémunérer, 0,3% sur les flux qui passent, rémunérés par les opérateurs téléphoniques au titre de contrat d'agent, et un abonnement qui est aujourd'hui facturé 150 000 francs CFA par mois aux entreprises qui utilisent la plateforme C'est moi pro. Donc ça, c'est sur C'est moi pro. Digital Corner, on a une rémunération du fait qu'on a des commissions. Les points de vente effectuent des transactions, donc font du cash deposit, font du cash withdrawal, vendent du crédit téléphonique ou encaissent des factures téléphoniques à travers notre plateforme, notre application mobile. Et donc, en fait, en tant que super agrégateur, nous touchons à peu près 0,8% sur les transactions qui passent par là. S'agissant de cash pay, encaissement par mobile money et carte bancaire, on est positionné à 3,4% du montant de la transaction. Donc, ça, c'est le modèle économique. Et sur WhatsApp Banking, ceux qui payent, c'est les banques. En fait, les banques nous payent un setup, par exemple, de 50 000 euros pour mettre en place la plateforme. Après, quitte à la banque, éventuellement, de refacturer le service au client final. Sounou Bank a choisi de le refacturer au titre d'un abonnement. BMCE Capital a choisi de le mettre à disposition gratuitement du fait du package qui est déjà payé par le client. Chaque banque a son modèle économique après par derrière. J'ai une question. Est-ce que vous avez une application est-ce que C'est moi pro permet, par exemple, si le gouvernement togolais décide de payer tous ses fonctionnaires sur leur compte mobile, est-ce que C'est moi pro peut offrir ce service? Alors, le gouvernement togolais a choisi, dans le cadre de la crise Covid-19, à travers le programme Novici, de subventionner en fait les ménages à hauteur d'environ 15 euros pour les… Oui, globalement entre 15 et 18 euros. Et donc, oui, la plateforme C'est moi pro aurait très bien pu servir dans ce cas de figure. Bon, ça n'a pas été le cas. Il y a eu une autre intégration qui a été faite par ailleurs. Mais effectivement, oui, la plateforme C'est moi pro pourrait très bien le faire. On était sur un dossier au Bénin aussi pour pouvoir payer les assesseurs dans les bureaux de vote pour un certain candidat, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais en l'occurrence, oui, la plateforme, c'est prendre en charge des fichiers par lot de 10 000 personnes. Donc, effectivement, on peut assez rapidement toucher un grand volume de population. Et c'est d'ailleurs cette plateforme-là qui a été vendue au groupe Société Générale, notamment à travers la plateforme Yup, et donc qui est exploitée aujourd'hui au Cameroun. Très bien. Fantastique. Alors, attendez, il semblerait que les enchères montent. Madame Rekia, il semblerait que vous ayez un petit mot à dire. Merci beaucoup, Anna. Nous avons été rejoints par un grand patron de banque qui est très bien connu dans la zone UEMOA. Il s'agit de M. Paul-Harry Etna, qui est le directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire et directeur régional zone UEMOA de Ecobank. Il a donc une nouvelle à nous annoncer, mais ce que je voudrais déjà dire, c'est que nous avons dans cet appel à projet reçu plus de 250 projets, dont une vingtaine étaient intéressants et bancables. Et donc, aujourd'hui, nous avons associé, comme on l'a dit, à cette discussion, à ce pitch projet, nous avons associé des assureurs, des investisseurs potentiels, des banquiers. Et donc, M. Etna voudra bien nous dire ce qu'il a envie de partager avec nous, sachant que, entre autres, M. Etna a bien voulu accepter d'être également mentor pour certains jeunes. M. Etna, vous avez la parole. Vous avez quelques minutes à partager avec nous?
Monsieur Etna, êtes-vous en ligne? Il ne nous entend pas. Est-ce que vous D'accord. m'entendez? Alors, en attendant, on va passer. Là, on l'entend là. Ah, parfait. Allez-y, Monsieur Etna. Oui, Rekia, merci beaucoup. Merci, Madame. Rekia, je n'ai pas pu résister à la tentation, évidemment, de lever la main pour réagir un peu à la présentation de Monsieur Adjamago, qui est une excellente présentation. C'est un sujet qu'on connaît assez bien, qui est le sujet des paiements. Et d'ailleurs, un des conseils que je me permettrai de partager, tout en sachant que les Business Angels ont beaucoup plus de contenu que moi, c'est vraiment d'essayer de recentrer le projet beaucoup plus sur des sujets de paiement, c'est-à-dire tous les sujets liés à CMOA Pro, Digital avec HP, pour vraiment essayer de créer un champion à l'intérieur de la niche des paiements. Ceci étant dit, ce qui est important pour nous, c'est en tant que banque, à côté des Business Angels, de voir ce qu'on peut faire pour supporter ce genre d'initiative. Et une des nouvelles que j'aimerais partager avec l'audience aujourd'hui, et Rekia n'était pas au courant, donc je lui disais depuis un moment que j'avais une nouvelle pour elle, c'est de partager avec tous les auditeurs que nous sommes prêts à regarder certains des projets qui sont bancables à l'intérieur de ce challenge. Et si jamais il y a des sujets sur lesquels nous pouvons évidemment apporter un financement, que ce soit du financement court terme ou du financement un peu plus long terme, surtout, je dirais, dans le domaine du digital, c'est vraiment des choses sur lesquelles nous sommes prêts à accompagner. Voilà une annonce que j'espère pouvoir partager avec vous et qui devrait normalement, à mon avis, inciter les Business Angels à apporter un peu plus d'équité sur les projets qui seront sélectionnés. Une fois encore, merci infiniment, Rekia, de m'avoir donné la parole. Fantastique, monsieur. Merci, madame Rekia. Donc, maintenant, une pression supplémentaire repose sur les épaules de nos anges investisseurs. Alors, dites-nous, Julius, Steve et Laurent, seriez-vous prêts à investir dans CMOA Group? Je vous donne la parole. Je vous permets de commencer, oui, peut-être. Voilà. Pour Laurent. Non, on va dans le même ordre, il n'y a pas de problème. Ah, ok, d'accord, ça va. En attendant, Gabriel va lancer un sondage auprès du public pour savoir si vous seriez prêt à investir dans CMOA et combien d'argent. Donc, on va voir dans quelle mesure l'opinion du public rejoint l'opinion de nos anges. Allez, monsieur Laurent, monsieur Steve et Julius. Et monsieur Julius, la parole est à vous. Non. Donc, clairement, je suis intéressé de parler plus avant avec Eben. Mila Poulindo. Juste pour faire le petit côté éveil là. Donc, oui, je suis intéressé d'investir. Après, quel montant et avec quelle valorisation, ça, c'est clairement quelque chose que je vais faire. Donc, plus pour moi, je vais investir. Merci. Très honoré. Fantastique. Une première transaction. Monsieur Laurent, monsieur Julius. Pour ma part, c'est un projet. Déjà, je connaissais CMOA. Je veux dire déjà bravo pour le pivot parce que vous avez réussi vraiment à augmenter votre avantage tech par rapport au projet initial. Donc vraiment bravo pour cela et en effet, je suis sur le même ordre que Steve, avec un véritable et profond intérêt d'investissement. Fantastique. Il semble qu'un deuxième investisseur a été conquis. Juste pour notre public, le terme pivot est un terme technique dans notre jargon qui signifie que la société a fait évoluer son business model. Merci beaucoup, monsieur Julio. Et enfin, monsieur Laurent. La parole vous est donnée. Merci, Anna. Donc, Air Ventures est intéressé aussi à investir. Nous serions intéressés à investir même l'intégralité de la requête, mais avec, bien entendu, pour la valuation. La valuation, ce qu'on pourrait faire en offline. Mais on est prêt. Subject to due diligence, bien entendu, avec une due diligence d'investir dans ces mois. Laurent, il faut laisser la place là. Non,
c'est pas possible. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, monsieur Edem, bravo pour cette belle… De toute façon, on peut s'entendre. On va s'entendre. Bravo pour cette belle performance. Voilà, je ne suis pas sur le panneau, mais je suis aussi intéressé à investir, mais subject to due diligence, comme Laurent a dit. Donc, on parle tous ensemble. On peut faire un investissement commun. Donc ce que je suggère, c'est ceux qui sont intéressés en Jim comme Business Angel et Steve, et je ne sais pas si Julio est intéressé, on peut toujours faire l'investissement ensemble. Oui, absolument. Fantastique. Monsieur Edem, vous avez bien conquis et le public et nos anges investisseurs. Effectivement, une très grande majorité de notre public serait prêt ce soir à investir dans votre société. Donc, vous avez l'embarras du choix et donc nous sommes tous curieux et pressés de voir dans les semaines et mois qui viennent quelles transactions vous serez prêts à conclure. Merci beaucoup, Monsieur Edem. Et maintenant, la transaction est scellée. Nous allons passer à notre deuxième candidat, Monsieur Agoussou, qui, nous l'espérons, a pu régler les problématiques techniques. Et je le rappelle, Monsieur Agoussou est le fondateur d'EasySoft, qui propose des solutions digitales pour les sociétés de télécommunications au Bénin. Bonsoir et merci à tous. Donc, comme vient de le dire Anna, je suis Franck Agoussou, donc cofondateur et dirigeant de CEPAS Technologies, la start-up qui a développé l'application EasySoft. Nous possédons tous un téléphone pour des services appels, SMS, Internet, grâce à l'abonnement souscrit auprès de notre opérateur téléphonique. Au Bénin, en Afrique en général, il n'y a pas d'abonnement. On achète des crédits de recharge, appel, crédit, Internet, et on fait des opérations mobile money auprès des distributeurs. Alors, ces distributeurs ont un agrément de la part des opérateurs téléphoniques pour vendre les crédits de recharge au grand public. Pour faire ces opérations, ils doivent saisir manuellement et à répétition des codes USSD pour chaque opération. Alors, qu'est-ce qu'un code USSD? C'est une succession de chiffres 245 dièse 425 dièse qu'il faut qu'ils mémorisent et saisissent manuellement pour servir chaque client. Donc, chaque opération a son code USSD et ils ont quelques secondes pour les saisir, sinon l'opération s'annule. Alors, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que cela nécessite un effort permanent de mémorisation des différents codes. La saisie des codes est très chronophage. Par exemple, pour les vendeurs les plus rapides, la plus simple opération met plus de 30 secondes. On observe des pertes financières dues aux erreurs de double saisie. Par exemple, lorsque le vendeur réalise une opération, il reçoit un message de confirmation de la part de l'opérateur. Mais très souvent, cette notification arrive tardivement. Et donc, pressé par le client, l'opérateur renouvelle l'opération sans avoir la confirmation. Il réalise ainsi 2 fois une opération pour laquelle il a été payé seulement 1 fois. C'est un travail très pénible aussi. On observe très souvent des pathologies comme des tendinites dues à la saisie manuelle des codes. Il y en a qui font même faillite à la suite des pertes financières répétées. Avec notre application, tous ces problèmes sont résolus en fait. Nous supprimons la saisie des codes USSD avec des opérations désormais automatisées, plus rapides, sécurisées. Seulement 5 secondes pour une opération. Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de pertes financières. Après chaque opération, une notification est envoyée immédiatement pour confirmer la réussite ou l'échec du transfert. Autre avantage notable, c'est que notre application fonctionne offline, c'est-à-dire sans Internet. Alors, la performance de notre application génère ainsi pour nos utilisateurs une augmentation du chiffre d'affaires en fait. Et donc, nous avons mis en place au Bénin un projet pilote avec 30 vendeurs mobiles de nos futurs clients qui utilisent l'application depuis 6 mois et qui ont nettement participé à en améliorer la performance. Une petite précision, c'est que nos clients ne sont pas les opérateurs téléphoniques, mais plutôt leurs distributeurs. C'est très important. Ce sont des travailleurs indépendants qui sont agréés par des opérateurs téléphoniques. Pour MTN Bénin, par exemple, ils sont au nombre de 172 000. Il y a 2 000 vendeurs mobiles, 50 000 marchands et 90 000 points de vente. Et nous, notre cible aujourd'hui, pour faire notre business model, ce sont les 50 000 marchands affiliés à MTN Bénin qui représentent plus de 20% de notre chiffre d'affaires potentiel. Notre business model a été conçu en collaboration avec la trentaine de vendeurs mobiles avec qui nous avons élaboré des grilles tarifaires que l'ensemble du réseau est prêt à payer. Nous prenons une commission sur le chiffre d'affaires réalisé qui est aussi entre 7,5 et 10% pour les marchands,
soit 20 000 francs par mois en moyenne. Une précision notable. En fait, l'utilisation de l'application nécessite des smartphones que nous avons décidé d'associer à notre offre, qui vont payer en plusieurs fois pour accélérer le taux de pénétration de l'application dès les premiers mois. Donc, à payer maximum 6 mois. Cette stratégie permet de dégager un profil financier très, très intéressant. En année 1, on a plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge brute de 57% pour un taux de pénétration de 50%. Et puis en année 3, plus de 16 millions d'euros avec une marge brute de 76%. Alors, pour y arriver très rapidement, nous souhaitons lever 300 000 euros, dont 250 000 pour l'achat de smartphones cédés en leasing à nos utilisateurs. Le reste, pour faciliter le déploiement commercial d'EasySoft, financement de l'embauche des agents commerciaux, financement du marketing et puis la prise en charge de la masse salariale, les premiers mois que j'ai assurés jusqu'à présent, tout seul. Nous rejoindre donc, c'est donner une impulsion à une nouvelle aventure déjà lancée avec des coûts de recherche et développement déjà financés, donc quasi nuls. La situation aujourd'hui, c'est que nous avons un retour très positif et enthousiaste du réseau des vendeurs mobiles pour lancer l'application. Aucun concurrent, zéro acteur sur le secteur, sur le créneau à ce jour. Notre application est opérationnelle et on va pouvoir la lancer le 28 août prochain. C'est la date butoir. Alors, j'ai travaillé avec une équipe que vous voyez projetée. Donc, j'ai moi-même dirige moi-même l'entreprise avec Carus Agosso, qui est le cofondateur avec moi, qui est la tête des ingénieurs. Et puis, vous avez Merline Atondé et puis Angelo, qui sont des ingénieurs qui vivent… Monsieur Agosso, excusez-moi de vous interrompre. Le temps parti est écoulé. Donc, maintenant, passer aux questions des anges. Les règles sont les règles. C'est difficile, mais c'est la règle. J'ai terminé, c'était tout. Fantastique. Monsieur Rulio, Laurent, Monsieur Steve, avez-vous des questions ce soir pour Monsieur Franck et EasySoft? Sinon, je vais proposer la première question du public qui est provocante. Ah, alors. Ma question est, vous présentez, merci déjà pour la présentation, monsieur. Vous présentez une solution que vous dites très tech et OK, mais dans votre besoin, dans les 300 000 que vous recherchez, 250 000 sont quand même destinés à ne pas faire du tout quelque chose de tech, donc à prendre un risque sur de l'achat de matériel qui n'apporte pas, du moins à ma première lecture, davantage concurrentiel particulier ou autre. Et donc j'ai un peu j'aurais souhaité comprendre pourquoi, quelle est la réflexion dessus. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, c'est j'ai l'impression que les coûts pour adresser le marché, pour aller chercher parce que là, vous avez fait un test sur 30 personnes, je crois, et les coûts pour aller adresser les dizaines de milliers de vendeurs, donc de vos clients potentiels, enfin, comment les adresser, et du coup, derrière, les coûts ne me semblent pas être pris en compte dans votre réflexion. OK. Écoutez, je vous remercie pour votre question. Première chose, pourquoi smartphone? Comprenez que depuis 2017, on a travaillé main dans la main avec les futurs utilisateurs de notre solution. Donc, en travaillant avec eux, c'est avec eux qu'on a conçu le modèle. Pourquoi smartphone? Notre application a besoin de smartphone. Et ce qu'on a constaté, nous ne pouvons pas laisser la main aux utilisateurs parce qu'ils vont acheter des smartphones très bas de gamme à 20 000 francs, par exemple. Et au bout de 2 mois, ça s'épuise. Et donc, ils n'ont pas suffisamment de recul. Et ça, c'est déjà passé au fait. Et ils se disent, ça, c'est dû à notre application. Pour accélérer notre taux de pénétration, on les finance. Pourquoi? Parce que si on leur laisse la main, ça ne va pas s'accélérer. Et il y a, pour répondre à la deuxième question en même temps, c'est un business de réseau. Les vendeurs mobiles, qui sont en fait les créanciers des points de vente et des marchands, ont tout intérêt à ce que les marchands l'utilisent déjà. Et donc, avec la soumission d'un marchand, ils auront
une commission de 10% sur le chiffre d'affaires, sur la commission facturée à CEPAS Technologies. Donc, nous, aujourd'hui, les 2000 vendeurs constituent un réseau commercial pour nous déjà et qu'on finance par les utilisateurs à hauteur de 10% de la commission mensuelle. Et l'investissement en recherche et développement, effectivement, ça a été fait. Aujourd'hui, on est à 150 000 euros. On a financé ça depuis 3 ans à 150 000 euros sur fonds propres. Et donc, tout est décret. Il suffira juste de dupliquer. Évidemment, le coût de la stratégie commerciale se trouve amoindri par le marketing de réseau. Et donc, les utilisateurs ont tout intérêt à ce qu'il y ait le maximum de personnes qui utilisent l'application, puisqu'ils seront rémunérés dessus. Ils ont une commission à vie. Tant que l'utilisateur utilise l'application, ils seront rémunérés. Et ce qui revient toujours avec l'expérience qu'on a faite avec eux, c'est qu'aujourd'hui, ils reprochent aux opérateurs téléphoniques de dire « nous, on travaille, mais ils ne mettent ni le téléphone à notre disposition, ni la commission n'est pas intéressante. » Et avec nous, il se trouve qu'ils vont pouvoir se rémunérer. Donc, ils n'ont pas l'impression de travailler pour nous. Donc, ils travaillent pour eux-mêmes. Voilà pourquoi est-ce qu'on a axé le financement sur les smartphones pour accélérer le taux de pénétration. D'accord, merci. Une autre question, Parfait. Allez-y, monsieur Steve. Donc, merci beaucoup pour les explications. Moi, j'avais une autre question sur les aspects de potentiel vol. Donc, mettons que vous fournissez à tous ces acteurs déjà les beaux téléphones et tout ça là. Qu'est-ce qui vous dit qu'allez-vous pas aller en brousse et disparaître avec le téléphone, enlever les puces et désosser tout ça là? On a trouvé la solution. En fait, il y aura le tracking. On va tracer très clairement. Donc, tous les téléphones qu'on fournit, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu cher. Ça nous coûte un peu plus cher la fourniture des téléphones. Donc, il y aura le tracking. Oui. Question complémentaire sur le tracking. Est-ce que c'est le tracking à base de SIM ou tracking de physique avec quelque chose dans l'appareil lui-même? Parce que ça, c'est deux choses différentes. À base de SIM. Donc, on est en négociation avec MTN. Ils enlèvent la SIM. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ils enlèvent la SIM. Ils ne travaillent plus. Oui, mais bon, ils ont quand même un beau téléphone qu'ils peuvent revendre. Oh, j'ai perdu le téléphone. Il tombait dans l'eau. Il tombait dans le lac. Il y a mon petit qui a jeté ça, il y a tellement d'explications qu'on peut donner. Donc moi, je veux vraiment comprendre la sécurité à ce niveau-là, parce que sinon, c'est un investissement en capital qui va partir potentiellement à l'eau. Voilà. Tout à fait. Il y a une caution, une caution voilà, à prendre déjà au début. Ça, c'est systématique. Et encore une fois, c'est avec eux qu'on l'a validé ça. Ils sont prêts à payer une caution moyenne représentant 25% du coût du téléphone, déjà. Deuxième chose, l'argument, c'est que nous allons faire en quelque sorte un séquestre sur le chiffre d'affaires. Ils vont signer avant de commenter. Comme on a accès à leur chiffre d'affaires, et chaque mois, ils font, les plus pauvres font, je veux dire, au moins 50 000 à 100 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Donc, ceux qu'on cible et à qui on va faire du leasing dépassent 100 000 francs de chiffre d'affaires par mois. Si jamais il fait le compte dès le premier mois, puisque on coupe et puis on ponctionne l'argent, donc on retire les 50 000 euros, les 50 000 du téléphone et puis il ne pourra rien faire. Voilà. Donc, c'est sécurisé. Alors, une question complémentaire par rapport à ça. Moi, en tant qu'investisseur, je ne suis jamais vraiment à l'aise avec une entreprise qui fait plusieurs choses à la fois. Est-ce que je suis focalisé sur la technologie ou je fais du leasing de téléphone? Donc moi, ce que je proposerais dans une solution qui est ici, c'est de dire pourquoi ne pas faire un partenariat avec un opérateur de téléphone ou un distributeur de téléphone qui fait ça en votre nom et c'est un partenariat avec ce distributeur ou l'opérateur téléphonique qui a ces trucs-là. Génial. De telle sorte que ce n'est pas vous qui courez après les gens qui veulent partir avec les téléphones. Vous avez un partenariat, vous fournissez un service technologique, ce n'est pas un actif qui est sur votre bilan et utilisez le capital que vous avez levé pour vraiment développer les solutions start-up. Mais acheter des téléphones, pour moi, c'est une très, très mauvaise idée. On connaît comment. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous. C'est le premier modèle qu'on a construit, au fait. Et donc, on a eu des difficultés, compte tenu du réseau, à trouver des partenaires. Au fait, on négocie avec MTN, par exemple, on est en négociation. C'est hyper compliqué parce que M. Blewitt part là.
Et donc, ça retarde encore la négociation. Donc, j'ai décidé d'y aller quand même en attendant. J'ai contacté pas mal d'entrepreneurs sur place pour effectivement nous supporter, nous soutenir et puis externaliser la vente du téléphone. Voilà. Et donc, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Et moi, je devais lancer l'application depuis juin. Donc, tout est prêt. Et donc, je me dis, là, autant y aller et au pire, faire ça comme ça. Et si je n'ai pas de business angel qui me suit, ben, écoutez, on a un peu de réserve à côté, on va quand même lancer ça en attendant de construire parce que ce risque-là, l'application, elle dort là. Donc, il y a vraiment du business à faire et il faudrait qu'on améliore le truc là. Et puis, ils veulent qu'on lance l'application, en fait, hein, de nos futurs clients. Bien noté, Monsieur Agoussou. Merci beaucoup pour les réponses. Donc, vous avez bien compris, cher public, la question posée par Monsieur Agoussou. Donc, s'il y a une société de téléphone local de préférence à bas coût, smartphone, qui veut un partenariat avec Monsieur Agoussou, il est disponible. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Donc, maintenant, nous allons revenir un peu plus sur les anges. Et alors, je vais peut-être poser une question du public un peu provocante, mais vous avez mentionné, M. Agoussou, qu'il n'y avait pas de compétition. Est-ce un bon signe ou un mauvais signe? Est-ce le signal d'un mauvais marché, mauvaise industrie que personne ne veut toucher? Non, non, pas du tout. C'est un très bon signe. Pourquoi? Parce que nous, ça relève du vécu. En fait, moi-même, à mes heures perdues, au Bénin, j'ai financé quelques femmes, dont des marchands qui sont dans le réseau et qui, j'en ai connu 2 qui se sont suicidés, par exemple, dû aux pertes déjà. Personne n'a pensé à ça. Et donc, notre originalité, c'est quoi? C'est que l'application fonctionne offline. Il faut se baser les choses sur la carte SIM. Et donc, personne n'avait pensé à ça. Il y a des applications, il y en a plein pour faire des opérations mobile money. C'est sur Internet. Donc, personne n'a pensé à ça. Et donc, maintenant, je vais pouvoir avoir des compétiteurs. Voilà la raison pour laquelle, oui, il faut assurer le marché très rapidement et tout de suite. Fantastique. Vous avez bien résumé l'intérêt de votre solution. Disponible offline, pas d'erreur de saisie et qui permet d'entrer plus de transactions, donc des profits plus intéressants pour ces distributeurs. Alors maintenant, nous allons passer à la partie transactions potentielles et nous allons nous retourner vers nos 3 anges. Seriez-vous prêt à sceller une transaction avec M. Agoussou ce soir ou nécessitez-vous des renseignements supplémentaires? Je vous laisse la parole. Monsieur Rouliot, Monsieur Steve, Monsieur Laurent. Moi, j'avais quelques questions pour Monsieur. Allez-y, Monsieur Laurent. Posez vos questions et ensuite vous pourrez nous dire quel est votre sentiment sur la société EasySoft. Moi, je voulais juste avoir quelques informations sur le fondateur lui-même, son background, c'était quoi son rêve de créer cette société, ça a commencé comment, et l'investissement qui a été mis, l'investissement initial, lui, il a combien investi personnellement dans cette société, et aussi la société est incorporée seulement au Bénin ou dans d'autres pays. Et aussi, la dernière question, c'était le scalability, donc la possibilité de grandir dans d'autres pays, etc. Voilà. OK. Merci beaucoup, monsieur. Je commence par la dernière question, au fait. Croissance dans d'autres pays. Oui, ça concerne l'Afrique en général, d'accord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, et puis ça concerne aussi une partie de l'Asie du Sud-Est et puis l'Amérique du Sud, au fait. Donc, ça, la croissance, elle existe, il suffit juste de démarrer comme il faut. Ça, c'est la première réponse. Et nous comptons effectivement avec notre projet stratégie, je ne sais pas, en 2022, on devrait pouvoir aller très, très loin et très rapidement, en fait. Donc, il faut accélérer les choses. En 2022, on devrait pouvoir lancer une stratégie en Amérique et en Asie. Voilà Alors, s'agissant de mon background, moi-même, j'ai travaillé pendant quelques années en banque en tant que chargé d'affaires entreprise et puis analyste. Et pour rejoindre le conseil, hein, donc, dans 2 sociétés dont je suis devenu actionnaire et donc dont je suis dirigeant, j'ai été dirigeant d'une dizaine d'années. Les sociétés sont spécialisées en conseil au fonds d'investissement, donc en private equity. C'est un milieu que je connais un peu.
Et puis, à mes heures perdues, j'ai été business angel, mais vraiment à tout petit niveau, humblement, hein, avec les marchands et puis quelques bonnes dames à Cotonou à qui que je finançais au moins à hauteur de 100 000, 200 000 maxi, c'était 1 million de francs CFA. Okay? Et donc, pourquoi? Ben, je suis à ma 4e création de boîte. J'en ai créé 3. Il y a une que j'ai revendue très rapidement et puis 2 autres qui ont fait faillite, en fait, très clairement, parce que voilà, le business model n'était pas... Et donc, les micro-entrepreneuriats, je en ai fait. Bien. Pourquoi avoir créé cette société? Le constat, c'est d'observer les besoins sur le continent et d'y apporter des solutions. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon co-associé, mon co-actionnaire qui est Karus Agosu, qui sortait de l'école à 22 ans et qui est féru de l'informatique. Donc, en 2 ans, on me l'a présenté, j'ai compris on partageait les mêmes objectifs. Donc, je lui ai proposé de venir avec moi pour qu'on crée une société qui observerait sur le marché les besoins et d'apporter une solution digitale. Et c'est comme ça qu'on a abouti à cette solution. On a 3 ou 4 d'autres applications dans la boîte, mais celle-ci nous semblait assez pertinente. Voilà. Parfait, Monsieur Agosu. Vraiment désolé. 2 questions restantes, mais veuillez y répondre rapidement et succinctement si vous le pouvez. Les fonds propres, donc les fonds que vous avez investis dans votre société, question 1. Oui, j'ai investi tout seul depuis 3 ans, donc sur mes fonds propres, en fait, les 150 000 €. Voilà. Donc, successivement, mois par mois, pour financer la masse salariale et puis le développement. Fantastique. Et question numéro 2, où votre société est-elle immatriculée? Ah oui, la société aujourd'hui est immatriculée au Bénin parce que c'est là où j'ai développé les choses. Et puis le reste, il n'y a pas de souci. Fantastique, bien noté. Et maintenant, j'interromps la séance. Il y a apparemment une carte joker. Madame Rekia, vous avez des informations supplémentaires à apporter à notre entrepreneur? Oui, Anna, merci beaucoup. Ce n'est pas tant des informations supplémentaires, mais nous avons avec nous M. Jonas Daou, qui est un investisseur potentiel, un chef d'entreprise. Il est au Togo et il est également fondateur et responsable d'un fonds d'investissement Océan. Je lui passe la parole pour partager quelques pensées avec nous. Monsieur Daou. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre et tous les participants à cet excellent exercice. Et je trouve d'abord nos 2 entrepreneurs, en tout cas très talentueux dans leur manière de présenter leur projet. Donc, ça donne de l'envie et je pense que c'est déjà une très bonne première approche de pouvoir convaincre et conquérir son auditoire. Ça nous donne envie de regarder plus. Comme j'ai la chance d'être à Lomé et que Edem est également à Lomé, j'aurai l'occasion d'échanger un peu plus avec lui pour comprendre ses motivations. Mais très rapidement, comme ça, sur le projet de EasySoft, j'ai noté, si je ne me trompe pas, qu'on attend des revenus de l'ordre de 5 millions d'euros dès la première année avec une marge opérationnelle de 57%, et puis 16 millions d'euros la seconde année avec plus de 70%, je pense 76 exactement, % de marge. Et j'avoue que ça fait rêver. Et pour un investissement de 300 000 euros, on a envie de regarder le business model en détail. Parce que oui, tout à fait. Si je peux mettre 300 000 euros et faire 16 millions avec 70% de marge, oui, ça donne envie de regarder un peu plus en détail. Et nous, on est intéressés pour travailler avec des jeunes. Nous sommes des entrepreneurs aussi, donc c'est un énorme plaisir de voir des gens qui structurent un projet et qui ont envie d'aller loin avec. Et voilà, bienvenue dans ce beau monde de l'entrepreneuriat. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.
Fantastique, merci, belle intervention. Alors, pression supplémentaire sur nos 3 anges investisseurs ce soir. Nous vous redonnons la parole. Alors, souhaitez-vous sceller une transaction ce soir avec M. Agoussou? Monsieur Steve, Monsieur Laurent, Monsieur Julio? Je peux commencer. C'est pas que je veux donner une tendance, mais comme j'ai indiqué, hein, c'est un très beau modèle. Pour moi, un des facteurs, c'est le téléphone et toutes les choses qui sont liées. On peut entamer une relation, mais à ce moment-là, je pense que je vais passer. Je regarde un peu plus le modèle avec quelque chose qui me semble plus robuste. Mais personnellement, je vais passer pour cette transaction. Et de toute façon, on restera en contact pour voir comment le business et modèle évolue. Mais voilà, merci. Merci, Monsieur Steve, pour ce retour. Et bien entendu, pour nos entrepreneurs et pour le public, il faut toujours bien comprendre que les investisseurs ont des préférences de secteurs, de pays, etc., qui sont différentes. Et donc, toujours bien comprendre qu'un rejet n'est pas nécessairement significatif de mauvaise société. Monsieur Laurent, Monsieur Julio? Donc, pour Air Ventures, on est intéressé à travailler avec M. Agoussou, mais il nous faut plus d'informations sur le business model. Donc, on voudrait avoir une conversation offline avec lui, avec nos équipes, pour voir comment établir une relation. Okay, merci. Fantastique, beau retour aussi. Et avant d'entendre le retour de M. Julio, Gabriel, je pense que nous allons lancer le sondage public. Investiriez-vous dans EasySoft et à hauteur de quel montant? N'hésitez pas à répondre. À vous, M. Julio, quel est votre retour ce soir pour M. Agoussou et sa levée de fonds? Pour ma part, déjà, je trouve que c'est très ambitieux et je vous dis bravo parce que vous avez dit une phrase, monsieur, qui est importante, hein, qui est le fait d'essayer d'adresser les problèmes que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. Donc bravo pour cela. Pour ma part, je passe pour 3 raisons principalement. Une, en effet, je vois un risque multiple. Je vois un risque multiple avec lequel je ne suis pas à l'aise. Sur le business model également, qui ne me, enfin que vous allez approfondir avec d'autres personnes. Et le troisième point, c'est sur la valeur ressentie par vos clients, parce que je me dis, les 3 sont liés, hein, mais je me dis qu'une personne qui ressent de la valeur pour un objet, un élément, n'a pas à être rémunéré à vie sur ce sujet-là. Alors que si on le rémunère à vie, potentiellement la valeur n'est plus la technologie, mais la rémunération. Donc voilà, pour ces trois éléments, je passe, mais bravo pour votre ambition et je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Julio. Merci, Monsieur Agoussou, pour cette belle présentation. Donc, il y a quand même des discussions qui seront en cours avec certains de nos investisseurs. Et effectivement, l'opinion des anges rejoint un petit peu l'opinion du public. Donc, la moitié de notre public, effectivement, investirait dans votre société. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à bien préciser le modèle de la source de revenus de votre société, le business model, et de bien présenter vos projections financières. Merci beaucoup, Monsieur Agoussou. Et maintenant, nous allons passer à notre candidat de la soirée. Alors, nous avons concocté quelque chose un peu spécial. Effectivement, l'Afrique, comme l'avait souligné Monsieur Sinzou, est un continent un peu tertiaire, mais il ne faut pas oublier qu'on doit manger. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Sodomé, qui travaille dans le secteur agricole. Monsieur Gildas. Alors, bonsoir. Bonsoir Anna. Bonsoir. Fantastique, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Bonsoir à tout le public, bonsoir aux Business Angels, bonsoir à tout le monde. Alors allez-y, vous pouvez partager votre présentation. Fantastique, la procédure a l'air d'être bien mise en place. Parfait, nous voyons votre diapositive. Pouvez-vous lancer le diaporama de votre côté? Fantastique. Maxime, chrono, nous sommes partis. Allez-y, Monsieur Zodomé. Bonsoir, bonsoir à tous. Je m'appelle Gildas Zodomé. Je suis ingénieur agronome et je viens du Bénin. Mon histoire.
j'ai créé Biophyto qui produit et commercialise des engrais et pesticides biologiques à base des ressources naturelles. J'ai été un agent de la fonction publique durant 5 années. C'est dans l'exercice de cette fonction que j'ai été témoin des impacts néfastes des pesticides et engrais chimiques dans l'agriculture. Au Bénin, des centaines de paysans meurent chaque année suite aux manipulations des pesticides chimiques. Des consommateurs innocents ingèrent chaque jour les résidus de ces pesticides dans leur nourriture. On observe par ailleurs des dégradations du sol. Je me souviens en 2008, toute une famille décimée après avoir consommé un repas appelé Toubani. J'ai donc décidé de changer les choses. J'ai été voir donc mes parents pour demander ce qu'eux ils utilisaient en leur temps pour fertiliser le sol et pour contrôler les ravageurs. J'ai pu donc identifier une dizaine de plantes que j'ai valorisées pour fabriquer des biopesticides et des fertilisants. Top Bio arrive à contrôler les ravageurs, de même que l'huile de Nîmes. AgroBio est utilisé pour revitaliser le sol. Ces pesticides et engrais ont été brevetés à l'OAPI. Nous avons reçu également un certificat écossais, ce qui nous permet aujourd'hui d'exporter nos produits à l'extérieur. Notre business model, nous avons organisé dans les milieux ruraux au Bénin des femmes et des jeunes qui produisent la matière première que nous achetons et nous transformons en ces biopesticides. Nos produits sont déjà sur le terrain. Nous vendons déjà sur le plan national, international également. Nous exportons déjà nos produits. Vous voyez, nous avons un marché très sécurisé parce que nous avons des conventions avec plusieurs filières, par exemple la filière ananas, le palmier à huile, le coton. La demande est largement supérieure à notre capacité de production. Notre équipe est composée de 15 personnes. Vous voyez, soutenues par la main-d'œuvre occasionnelle. Ces femmes que vous voyez en bas, c'est des femmes qui nous collectent. Nous leur avons donné des arbres de Nîmes pour pérenniser notre matière première. Aujourd'hui, Biophyto a une capacité de production faible. Mais malgré ça, nous avons pu faire, depuis le démarrage de notre entreprise, un chiffre d'affaires de plus de 900 000 euros avec une marge bénéficiaire de plus de 300 000 euros. Plus de 25 000 agriculteurs ont déjà testé nos produits avec un retour très satisfaisant. Nous recevons de leur part des encouragements, des félicitations. Et leur rendement est amélioré. Pour la tomate, par exemple, à 50%. C'est des résultats qui sont validés par la recherche parce que nous travaillons avec les centres de recherche. Comme vous le voyez, notre chiffre d'affaires s'est accru depuis le début jusqu'à maintenant. Nous avons une croissance vraiment significative. Aujourd'hui, Biophyto, c'est une entreprise unique en son genre, sans un véritable concurrent au Bénin. Nous avons des certificats au niveau de la CEDEAO, nous avons des brevets d'invention et nous avons des producteurs qui nous soutiennent. Nous avons une très grande notoriété à l'international. Vous voyez là, nous avons été plus de 10 fois champions d'Afrique. Nous sommes soutenus par beaucoup d'organisations, la Banque mondiale par exemple, la Banque islamique, le gouvernement du Bénin. Nous avons reçu un prix auprès du gouvernement français. Les 5 années à venir, nous comptons nous déployer dans la sous-région parce que la matière première existe partout en Afrique. Nous voulons construire des lignes de production. Nous avons reçu des demandes de plusieurs pays qui veulent qu'on vienne nous installer à leur niveau. Donc, nous avons planifié notre installation dans ces pays. Aujourd'hui, nous avons besoin d'1 million d'euros pour passer le cap. Nous allons utiliser 700 000 euros pour consolider la structure actuelle et nous voulons construire aussi une ligne de production au Togo parce que nous avons vraiment une pression de la part du Togo et nous voulons déjà faire un premier test par rapport à notre déploiement à l'international à partir du Togo. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour changer le cap ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gildas. Belle présentation. Alors, nous ouvrons la séquence de questions Ange. Monsieur Laurent, Monsieur Steve, Monsieur Julio, des questions pour Gildas ce soir? Bon, la question que j'aurais... Non, vas-y. Non, vas-y, Laurent. La question que j'ai pour Gildas, premièrement, je vous félicite pour votre excellente présentation. Et aussi, je vois que vous êtes un battant et dans un domaine très intéressant et passionnant. La question que j'aurais pour vous, c'est en termes de, premièrement, la valeur aujourd'hui, en 2018, je vois que la valeur était estimée à 1,5 million d'euros. Et aujourd'hui, vous demandez 1 million d'euros
comme apport des investisseurs. Donc, en échange, bien entendu, de quoi vous enfin, la valeur de la société selon vous est de combien aujourd'hui? Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'ai pour vous, c'est en termes de compétiteurs, quels sont les compétiteurs que vous avez aujourd'hui sur votre marché? Et la dernière question, c'est l'investissement personnel que vous avez consenti dans cette société aujourd'hui au Bénin. OK. Merci beaucoup. Concernant la valeur de la société, en 2018, il y a une première valorisation et la société était à 1 500 000 euros. 1 500 000. Et aujourd'hui, nous estimons que ça a doublé parce que depuis l'année dernière, 2018 à aujourd'hui, il y a beaucoup, nous avons effectué beaucoup d'investissements et il y a beaucoup d'accompagnement aussi. Nous avons eu à prendre des agréments, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Et concernant les compétiteurs, nous avons une bonne lecture du marché. Nous connaissons tous ceux qui sont dans notre domaine d'activité. Nous avons d'abord ceux qui font les produits chimiques. Eux autres, ils sont là il y a longtemps, c'est une solution qui est pratique, mais qui n'a aucune valeur ajoutée au niveau local. Donc, tout le monde veut aller maintenant vers le bio. Ça fait que nous sommes en train d'arracher une bonne part de marché de ces compétiteurs classiques. En dehors de ça, nous avons ceux qui sont dans le bio. Le grand concurrent que nous avons dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest, c'est Éléphant Vert. J'ai été plusieurs fois les rencontrer. J'ai été les rencontrer au Mali, j'ai été aussi les rencontrer en Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai une forte pression par rapport au marché. Je voulais voir s'ils pourraient avoir un partenariat avec eux. Mais ils ont développé un peu de réticence parce qu'ils nous prenaient aussi comme un concurrent de taille, alors que nous, on était dans une dynamique de pouvoir satisfaire la demande. Nous avons une technologie unique. Vous voyez, nous avons breveté tous nos produits. Même sur le marché local, quand les gens veulent faire la commande aujourd'hui, dans les appels d'offres, ils mettent directement le nom commercial de notre produit. Si on veut, par exemple, les biopesticides, on met Top Bio. Dans les marchés, même les marchés publics, si on veut l'engrais, on met Agrobio. Nous en avons eu tellement qu'aujourd'hui, nous avons une forte pression. Vous voyez, notre équipe est en train de travailler, même actuellement. Si vous faites attention, vous allez entendre les bruits des équipements. On fait 3 jours, on fait 3 équipes par jour qui travaillent 8 heures de temps. Après, une autre équipe relève. Malgré ça, on n'arrive pas à supporter la pression. Donc, c'est un peu ça par rapport à ce que nous pouvons céder. Aujourd'hui, dans ma présentation, vous aurez su voir que j'ai mis entre 5% à 25%. Entre 5% à 25%. Ça dépendra de vous. Ce n'est pas seulement le financement. Nous avons besoin aussi des gens comme les business angels pour nous accompagner, pour mettre en place tout ce modèle. Parce qu'on voit que ça devient une affaire vraiment dense. Nous avons besoin des gens qui puissent nous soutenir, mettre en place tout ce dispositif. Comment aller sur le marché international, comment organiser tout ça. Donc, après votre argent, nous aurons besoin de vous pour nous aider vraiment à passer le cap. Merci beaucoup. Et je crois que la dernière question concernait votre investissement personnel. Combien d'argent investi dans la société? Mon argent personnel, je suis déjà au-delà de 300 000 euros. Il est vrai que j'ai gagné beaucoup d'appels à projets. Tous les appels à projets, je réinvestis toujours dans la société. Donc, au-delà des terrains, tout ce que j'ai mis de façon physique, mon argent personnel que j'ai mis dedans, c'est plus de 300 000 euros. Tout ce que je fais, je mets dans la société, c'est mon bébé et toutes mes ressources, je voudrais l'envoyer très, très loin. Merci beaucoup. Des questions supplémentaires de la part de nos anges? Alors, oui. Je te laisse, Steve. Vas-y. Ok, pas de souci. Donc, merci beaucoup à M. Zodomé pour la présentation. Je suis vraiment très impressionné. Je suis un très grand fan de l'agriculture. Et moi, ce que je vous propose, c'est de se prendre contact et je vais vous mettre en contact avec des fonds de capital risque et capital investissement qui vont plus correspondre à ce que vous cherchez. Je dirais, pour ma part, j'aime beaucoup la technologie et c'est difficile pour moi de voir en fait l'aspect technologie, en tout cas, soit informatique, soit réseau, etc.,
qui est dans cette proposition. Je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, vous allez venir avec les drones, avec AI, l'intelligence artificielle, tout ça, mais je pense que ce n'est pas votre corps de métier aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que comme j'ai des bons contacts dans les fonds d'investissement, notamment Injaro au Ghana et d'autres dans la sous-région qui investissent dans l'agriculture massivement, moi, j'étais même un gérant de fonds dans la volaille et dans d'autres secteurs, donc je connais un peu le secteur. Je vous propose de se mettre en contact et je veux vraiment vous faire mettre en contact avec les personnes qui pourront même certainement investir la totalité, voire plus de son montant en euros. Voilà. Bon, en tout cas, au niveau technologique, je passe. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Steve. Et là, c'est une leçon pour tous les entrepreneurs. Ce n'est pas parce qu'un investisseur n'est pas nécessairement expert dans votre secteur d'activité qu'il ne peut pas vous présenter à d'autres investisseurs qui, eux, seront intéressés à actifs. Donc, merci, Monsieur Steve, pour ce beau geste. Et maintenant, je vais donner la parole, je pense, à Madame Rekia une nouvelle fois, qui semble avoir une affaire. Oui, il semble que l'un de nos partenaires qui est participant actuellement du côté du Bénin voudrait nous annoncer une bonne nouvelle. Il s'agit donc de M. Fabien Ouyovi, qui est donc directeur général d'une société SGI, UCA, et je lui passe la parole. Monsieur Ouyovi? Peut-être que votre micro est sur mute. En mode muet. Vous êtes en mode muet, monsieur. Nous ne pouvons pas vous entendre. Vous pouvez cliquer sur... Oui, c'est bon. Nous vous entendons. Allô? Oui, c'est bon. Oui, bonsoir. Ok, bonsoir. Bonsoir à tout le monde et bonsoir Madame la Ministre. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez. Et je trouve que c'est un panel très enrichissant. Et j'ai rattrapé effectivement la réunion un peu en retard, 30 minutes par là, mais les candidats qui sont passés, je les trouve assez quand même intéressants, notamment M. Zodomain Gidas, qui est dans l'agroalimentaire. Et je note quand même que c'est vraiment un bon produit pour nous. Quand je dis produit, c'est une bonne entreprise qu'on pourrait accompagner, tout simplement. Parce que nous, en tant que UCA, United Capital for Africa, c'est une société de gestion d'intermédiation, c'est une société de bourse, et qui se penche également sur la question d'accompagnement des porteurs de projets pour les amener à trouver des investissements qu'ils recherchent. Donc, nous, ce profil-là nous intéresse beaucoup. Et si M. Zodomain le souhaite, c'est avec tout le plaisir qu'on peut se mettre en contact pour pouvoir commencer par voir les documents, comment les procédures, tout ce qu'il faut pour que nous puissions lui et trouver les investisseurs, le profil des investisseurs qui peuvent vraiment aller l'accompagner. Et de même, j'ai noté pour mes prédécesseurs, c'est-à-dire les deux autres candidats que j'ai suivis, qu'à chaque fois, il revient à la question d'évaluation de leur société pour savoir le coût réel aujourd'hui. Et nous sommes aussi dans ce domaine-là. S'ils veulent bien, on peut toujours les accompagner pour mieux leur évaluer leur société, afin qu'ils puissent savoir leur investissement ou la valeur exacte de leur société aujourd'hui, ce qui peut leur permettre de mieux vendre ou de mieux permettre aux investisseurs de venir en leur capital, leur actionnariat en tant que capital risque ou autre chose. Donc, voilà un peu, Madame la Ministre, ce que je pourrais dire et je les remercie encore pour ce travail abattu parce que ce n'est pas une mince affaire, c'est du chemin et je les encourage à continuer et à ne pas vraiment baisser les bras, quoi qu'il en soit. Donc, nous sommes là, UCA est là. Mon nom, c'est Fabien Ouyovi, comme l'a dit la ministre, et je suis très disposé et vraiment du plaisir à les accompagner. Donc voilà, Madame la ministre. Merci. Merci pour cette belle intervention. Et comme vous pouvez le constater, le capital est toujours crucial pour nos entrepreneurs. Mais je crois que M. Gidas a souligné une difficulté que beaucoup de nos entrepreneurs rencontrent, comment gérer des grandes multinationales comme Éléphant Vert. Et je crois que nous avons aussi un participant qui souhaite faire un commentaire là-dessus. Madame Rekia, je vous redonne la parole.
Merci Anna. Justement, je voudrais donner la parole au Premier ministre Zissou qui a une contribution à faire dans ce sens. Mais avant cela, je voudrais saluer la contribution de M. Ounyovi qui quand même vient de faire un apport substantiel parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup à nos start-upers, c'est-à-dire la valorisation de leur entreprise. Et donc, je pense que même les business angels aussi seraient très contents parce que finalement, il peut y avoir une négociation sur une base assez objective. Donc, Monsieur le Premier ministre, cher Lionel, vous avez la parole pour votre contribution. Merci Rekia. Tout ça a été absolument passionnant. Je voudrais revenir sur Gildas, ce qu'il vient de dire. Je crois que c'est un sujet fondamental que les intrants agricoles dans nos économies, ça représente au moins le quart du PIB dans chacun des pays de l'UEMOA. Et l'agriculture est le premier client et le premier fournisseur de l'ensemble des autres secteurs. Alors, cette idée d'engrais bio avec l'utilisation des ressources locales est fondamentale. Ça économise des devises, ça préserve les sols, ça préserve la santé publique. Donc, d'une certaine manière, c'est une sorte de bien public et donc ça donne une dimension vraiment importante au projet. Je voudrais dire que souvent, ce qui limite le nombre de clients, c'est le fait qu'il faut financer les agriculteurs, les intrants, et ne peuvent se libérer et vous rémunérer qu'au moment de la récolte. Et nous avons, comme on le sait, des faiblesses de crédit agricole. Nous n'avons pas de mécanisme d'avance sur récolte significatif. Et donc, je pense que pour passer de 25 000 clients à un plus grand nombre, il n'y a pas que les sujets de capital et de créer éventuellement d'autres unités de production. Il faudra regarder aussi le fait d'être capable d'avancer le fonds de roulement en fait, des agriculteurs sur leurs intrants. Donc, je voulais faire cette remarque en disant que c'est peut-être une dimension à considérer dans le calibrage des fonds nécessaires, mais c'est une question très intéressante. Moi, je suis tout à fait prêt à en parler avec lui. Vous avez mis mon mail en ligne, donc on peut rentrer en contact. Bon, voilà, je trouve aussi que c'est très important de parler un petit peu avec, même si c'est des gens qui me considèrent comme des concurrents, avec des collègues, parce que le marché est immense. Éléphant Vert, je les connais, ce n'est pas du tout une grande multinationale, c'est une grosse start-up qui, en une dizaine d'années, a atteint un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros, mais qui a un potentiel très important, qui a l'idée de se développer dans plusieurs pays avec des partenariats locaux de façon importante. Donc, si ça peut servir à quelque chose, je ferai volontiers le lien entre Gildas et Éléphant Vert pour dissiper l'idée que ce sont des concurrents acharnés l'un contre l'autre. Peut-être qu'il y a un espace pour travailler partiellement ensemble. Voilà mes remarques. Excellent. Merci beaucoup, cher Lionel. On vient encore de sceller un nouveau lien très intéressant pour notre start-up. Bravo. Anna, vous avez la parole. Tout à fait, Madame Rekia. Comme vous l'avez souligné, maintenant, on peut retourner vers nos anges et vous pouvez voir que la valeur vient d'être créée en l'espace de 10 minutes en ce qui concerne la société Biophyto. Alors, Monsieur Julio, désolé, je pense qu'on vous avait interrompu avant votre intervention, donc nous revenons vers vous. Avez-vous des questions pour Monsieur Gildas ce soir? J'avais une question, mais elle est relativement secondaire. En plus de ce qui a été déjà dit, c'est juste pour avoir en idée la différence entre les produits vendus par la société Biophyto et les produits chimiques, pour avoir une idée dessus. Mais au-delà de ça, je rejoins un commentaire qui a été fait par Steve. Moi, ce n'est pas mon domaine. Je suis plus tourné tech, mais cependant, j'ai la chance de travailler au sein d'un fonds qui est assez important, investisseur et partenaire, et qui historiquement accompagne énormément ce type de projet. Et donc, je trouve le projet formidable, je trouve le promoteur vraiment de grande qualité. Et donc,
si M. Gildas le permet, je transférerai les infos et me répondrai à mes collègues qui reviendront vers lui. Alors, nous rappelons juste aux participants de bien vouloir se mettre en mode muet s'ils n'interviennent pas. Et merci beaucoup, Monsieur Rouliot, pour cette annonce. Donc, partenariat financier stratégique. Mais je crois que nous allons revenir vers vous, Madame Rekia. Avez-vous une nouvelle annonce à partager? Je ne sais pas si c'est tout à fait une annonce, mais nous avons avec nous, j'espère qu'il n'a pas disparu entre-temps, le président du conseil d'administration d'un mécanisme incitatif de financement agricole basé sur le partage de risques au Togo, qui s'appelle M. Yiva Badoou, qui est donc très concerné par ces questions d'agriculture. Et justement, le fonds dont il préside le conseil d'administration finance ce type de projet. Et comme on le sait très bien, Biophyto a également des clients au Togo. Il est également à la recherche de partenaires au Togo qui se sont déjà manifestés à lui. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens. Monsieur Badoou, êtes-vous avec nous? Je suis avec vous. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Premier ministre, c'est pour moi un réel plaisir de participer à ce webinaire et je félicite les organisateurs et les participants. Je voudrais m'adresser tout particulièrement à M. Gildas, que je trouve un homme d'affaires audacieux, parce que je suis en plus vice-président du patronat togolais. Je trouve que M. Gildas a du caractère et il est déterminé. Et je pense que plusieurs personnes ont eu la même impression que moi. Et je pense qu'avec une telle détermination, il ne pourra que réussir dans son business. Félicitations à lui. Parce que d'abord, la réussite d'une affaire passe par la détermination de l'homme d'affaires. En ce qui concerne son financement, nous, au niveau du MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, nous serons complètement disposés à l'accompagner dans son processus d'implantation au Togo. Il est déjà implanté. Parce que l'agriculture, comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure, au Togo, c'est 40% du produit intérieur brut. Et avec cette histoire de Covid aussi, au-delà même de la Covid plutôt, il faut relancer, et je pense que la relance de nos activités de l'économie nationale passe effectivement par un boostage au maximum de l'agriculture. Donc, nous sommes disposés, comme je le dis, à voir avec M. Gildas ces projets d'implantation et de développement. Notre objectif, c'est d'apporter les garanties aux entreprises qui sont dans le domaine agricole. Voilà ce que je peux dire, Madame la Ministre. Et je souhaite, comme on dit dans la marine, bon vent à M. Gildas et à très bientôt à Lomé. Allô? Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre émission, donc je vais donner la parole très rapidement à Laurent, si vous avez une question potentielle. Les questions du public ont été bien résumées par tous les anges investisseurs. Monsieur Laurent, avez-vous une question pour Monsieur Gildas ce soir? La question que j'aurais pour M. Gildas, c'est côté valuation. Il dit qu'aujourd'hui, la valuation est passée de 1,5 à 3 millions d'euros. Okay, donc, ça, c'est la première chose. Ce serait basé sur quels critères pour que la valuation double en 1 an et demi. Et ensuite, l'autre question que j'aurais pour lui, c'est la capacité à sortir du Bénin pour implémenter sa solution dans d'autres pays d'Afrique. Prendrait quoi exactement? Parce que l'investissement qu'il a proposé jusqu'à 1 million d'euros pour développer le business. Mais qu'est-ce que ça prendrait? Et ça coûte, enfin le coût pour s'implanter dans un autre pays est à peu près de combien? Et est-ce qu'il est bien du négociable sur la valorisation de la société? Concernant la question de la valorisation de la société, ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est les 1 500 000 euros. Parce que ça, c'est les experts qui l'ont fait.
C'est des partenaires que j'ai eus et qui l'ont évalué à ce niveau. Mais moi, quand j'ai dit que c'est passé à 3 millions d'euros, c'est une estimation qu'on peut toutefois vérifier. Je me suis basé sur les investissements réalisés durant la période. Parce que j'ai vu tout ce que j'avais au passé et qui rentrait en jeu par rapport à la première évaluation ont été doublés quasiment. Concernant les équipements, le fonds de roulement, les documents, tout a été doublé. Donc, moi, j'ai estimé que la valeur de la société serait pareille. Mais reste à vérifier avec les experts pour voir ce qui en est. Par rapport à notre déploiement, il y a un travail remarquable qui a été effectué. Parce que lors des compétitions, quand on gagne, il y a des gens qui sont prêts à nous accompagner. J'ai eu beaucoup de partenaires qui m'ont soutenu par rapport à la mise en place de ce projet à l'international. Donc, il y a une clé d'abord qui a été mise par rapport à notre modèle. Ceux-là qui vont prendre le projet à l'international, est-ce qu'il faut leur remettre l'innovation? Il y a des contrats de confidentialité, il y a beaucoup d'autres contrats qu'on a élaborés. Et c'est au vu de ça maintenant que nous allons mettre à la disposition la technologie avec ceux-là qui voudront s'approprier. Donc, c'est un travail qui a été fait avec le concours de certains investisseurs, avec le concours des gens qui ont déjà eu à expérimenter un tel modèle. Il y a un fonds qui a voulu nous accompagner, mais l'année dernière, ils ont proposé que je fasse d'abord le premier au Bénin, dans une région du Nord, à Kandi. Donc, nous avons déjà mis le modèle économique en place au Bénin. Nous avons regardé un peu comment ça peut fonctionner. Donc, c'est par rapport à cela maintenant qu'on va dupliquer ça à l'international. Ce que nous avons fait dans le nord du Bénin, ça a marché. Nous avons vu les insuffisances que nous avons corrigées. Et c'est ça que nous allons faire à l'international. Merci Gildas. J'espère, Laurent, que M. Gildas a bien répondu à vos questions. Je pense qu'il est temps de connaître l'opinion du public un petit peu sur cet investissement. Et ensuite, Monsieur Laurent, vous pourrez nous donner aussi votre retour. Alors, une très grande majorité du public, effectivement, aimerait investir dans Biophyto et vous soutenir. Donc, c'est vraiment en phase avec l'ambition du projet, le cœur que nous avons décelé au sein de l'entrepreneur dans un secteur agricole qui est crucial pour l'Afrique. Donc, bravo, Monsieur Gildas. Et je crois que Steve et Rouillon ont bien précisé que comme l'agriculture n'est pas leur domaine de prédilection, ce n'est pas une société dans laquelle ils pourront investir directement, mais ils vont définitivement vous présenter à des investisseurs et des fonds qui, eux, sont spécialisés agricoles. Donc, c'est une très belle réussite. Et vous, Monsieur Laurent, Monsieur Lamotte, quel est votre retour sur Biophyto? Je vous remercie. Anna, premièrement, je tiens à féliciter M. Gildas, premièrement, pour son énergie et l'idée géniale qu'il a eue à implémenter cette société. Et deuxièmement, à le féliciter pour prendre un risque et innover dans un secteur très porteur pour l'économie nationale béninoise. Et qu'il soit aussi disposé à exporter cette solution et ces produits à travers l'Afrique et dans le reste du monde, et pourquoi pas en Haïti. Donc, je suis maintenant, ce n'est pas le domaine. Air Ventures, c'est un fonds d'investissement qui investit principalement dans la technologie. Cependant, je suis prêt à, s'il y a d'autres angels qui sont prêts à investir, je serai prêt à faire un petit investissement avec un groupe d'investisseurs dans ce domaine, parce que ce n'est pas le domaine de compétences de Air Ventures. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Voilà un beau retour aussi pour Gildas et une belle réflexion par rapport à la valorisation de la société et à la syndication potentielle d'une transaction. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission pour ce soir. Je vais redonner la parole à Monsieur Jim et à Madame Rekia pour clôturer la session. Mais en tout cas, nous tenons à remercier nos 3 entrepreneurs courageux avec de belles sociétés, de l'ambition et du bâton à revendre. Évidemment, remercier nos 3 investisseurs anges qui ont contribué à créer de la valeur au sein de ces sociétés
société avec leurs commentaires pertinents et leurs investissements potentiels. Donc, merci à tous. Et nous aurons un nouvel épisode dans 2 semaines. Donc, restez bien connectés à The Nest pour avoir les coordonnées. Et je retourne maintenant vers Madame Rekia et Monsieur Jim pour clôturer la séance. Bon, allez-y, Madame Rekia. D'accord. Avant que de clôturer la séance, je viens d'avoir une manifestation d'intérêt de M. Jonas Daou, à qui je repasse la parole pour quelques minutes. On ne peut pas dire quelques secondes. Fantastique. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'admire effectivement l'ensemble des fonds qui sont très orientés nouvelles technologies. Mais j'ai souvent tendance à dire aux jeunes et aux autres que c'est très bien les initiatives dans les nouvelles technologies, mais il y a un certain nombre d'activités qui existeront toujours. D'ailleurs, la technologie les permettront d'être faits en mieux. On aura toujours besoin de se nourrir, on aura toujours besoin de se soigner. Et comme je suis mécanicien, je vais ajouter qu'on aura toujours besoin de réparer les objets qu'on a. Donc, ces 3 métiers, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, je voudrais quand même dire que pour le 3e projet sur les engrais bio, nous sommes intéressés à investir. Et je le dis directement. Donc, dès que les frontières seront ouvertes, j'invite notre jeune entrepreneur à venir à Lomé ou à ce que nous nous rendons chez lui à Cotonou pour le voir. Mais nous sommes intéressés à investir, nous sommes intéressés à co-investir avec lui sur Lomé. Et comme mon ami Yves est également en ligne, nous pourrons ensemble regarder comment utiliser également les mécanismes qui sont offerts par l'UNIFA pour intervenir dans ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Daou. Anna, je pense que vous êtes tous sourires. Nous avons déniché un Business Angels cet après-midi ou ce soir, selon là où vous êtes, parmi les participants. Et nous remercions énormément Monsieur Daou. Anna, vous voulez dire un mot avant que... Pas de mots supplémentaires. Vous avez bien résumé la situation, Madame Rekia. Il est toujours bon de financer les startups digitales, mais aussi les petites entreprises de terrain qui nous nourrissent dans l'agriculture et dans le monde industriel. Donc, de belles histoires et de belles aventures en perspective. N'oubliez pas que notre prochain numéro sera le 22 juillet. Et je redonne effectivement la parole à Jim, Monsieur Jim maintenant pour clôturer la séance. Et merci, Madame Rekia, pour toutes vos interventions. Et d'avoir su mobiliser votre écosystème et de nous avoir présenté à des investisseurs potentiels, plein de bonne volonté et une belle histoire. Merci Madame Rekia pour votre contribution ce soir. Merci beaucoup Anna, fantastique et merci pour votre contribution. Bravo. Merci Anna, merci Rekia, merci à tout le monde et merci pour assister. Et j'espère vous voir à la prochaine Nest francophone le 22 juillet. Merci beaucoup.